Bonjour à tous, c'est la rentrée JJB sur Karaté Bushido et une rentrée sous le signe de la force avec, on peut le dire, peut-être le plus grand champion français de jiu-jitsu brésilien, Samuel Monin. Bonjour Samuel. Salut à tous les gars. Et Samuel s'installe à Paris. Donc là, c'est une grosse première. Il part de la région canoise pour s'installer en région parisienne, donner des cours et évidemment combattre. En fait, je viens ici pour ça, pour combattre ma dernière année. J'ai 39 ans, dans 2 mois j'ai 40 ans, donc je me suis dit que je voulais faire une dernière grosse année de cours, de compète, et j'aimerais aussi pouvoir former des combattants. Et c'est ce qui va se passer. Je pense de toute manière, on va se déplacer en meute et je vais créer ma meute. D'accord. Et vous avez trouvé des clubs? Ouais, j'ai quelques clubs. J'ai le Temple des Arts Martiaux à Maison-Alfort. Voilà, c'est mon principal, ma base. Après, j'aurai quelques cours à droite, à gauche. Et ça, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, etc. Je vais montrer une technique de X-Guard dans ce qu'on appelle le New Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu moderne. Donc, on part sur un contrôle avec les 2 pieds sur la hanche. La main là. Déjà, on fait en premier lieu lâcher cette main en kickant la jambe et en tirant le coude au sol. Donc, quand je me tiens, je kick et je fais lâcher. Hop. D'ici, il va reprendre la posture. Voilà. Et je garde mon coude collé en fait contre mes côtes. Ça permet d'utiliser moins de force et il a du mal à se relever comme ça. De là, je pousse sur la hanche avec ma jambe gauche et je rentre mon genou à l'intérieur ainsi que mon autre crochet sous la jambe. Là, je suis en X-Guard, d'accord? Là, d'ici, je vais lever et balayer. Ok? Je pousse avec ma jambe pour pouvoir me relever. Donc Samuel Monin, 3e date de jiu-jitsu brésilien, l'un des plus hauts gradés français. Samuel, c'est une énorme expérience en combat, en jiu-jitsu, en grappling, en MMA. Et Samuel aussi, c'est un ancien et en même temps c'est un nouveau parce que c'est encore le meilleur, on peut le dire. Donc je crois que tu as eu l'idée de faire, d'organiser des super fights. Ouais, on va voir ça. J'aimerais bien cette année faire pas mal de super fights en dehors des compètes. Je pense que certains veulent la revanche et ça me plairait de leur redonner avec un grand plaisir. Donc je pense organiser des super fights parce que le vrai problème c'est que beaucoup de gens disent qu'ils veulent me combattre et bien souvent quand je me déplace même dans leur propre ville, ils ne sont pas là sur la compète. Donc autant organiser des super fights et voilà, et je pense qu'il y a des mecs super forts qui méritent leur revanche. Donc voilà, avec un grand plaisir je leur donnerai. Très grand plaisir. J'ai la chance de pouvoir commenter les championnats de France de Jiu-Jitsu et l'Open de France de Jiu-Jitsu brésilien sur RMC Sport 4. Et c'est vrai que j'ai quand même vu des futurs prétendants au titre. Là, il y a une nouvelle génération et tu vas avoir des adversaires forts. Plus ça va, de toute façon, plus ils sont forts. Chaque année, de toute manière, tu as des nouveaux mecs super forts. Pour l'instant, ça s'est toujours bien passé pour moi. Alors pour toi, quels sont les meilleurs après toi? Pour moi, quels sont les meilleurs après moi? Je ne sais même pas si je dirais après moi, parce qu'en fait, pour moi, meilleur, c'est un grand mot, en fait, dans le sens où c'est meilleur sur un instant T, en fait. À ce moment-là, j'ai été meilleur qu'eux. Ça ne veut pas dire forcément que je suis meilleur qu'eux globalement dans mon jiu-jitsu ou autre. Mais je vois, pour moi, je vois des mecs très forts comme Da Silva, Julien Da Silva, Campos, Alexandre Campos, qui est très fort aussi. Qui j'ai vu Thomas Trintignac aussi, très bon, qui est lui en plus il est vraiment jeune encore, sa première année en ceinture noire, il a fait déjà un gros carton cette année. Donc voilà, mais Thomas c'est un peu plus complexe, c'est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de m'entraîner régulièrement, donc on se connaît bien, je le connais bien, et je pense qu'il a encore besoin un peu de mûrir Je pense que les gens que je t'ai cités précédemment, ils ont fait plus leurs preuves et ils méritent plus peut-être de combattre. Surtout Julien. Julien, il mérite. Je pense que c'est le mec qui mérite le plus sa revanche dans tous les gars parce qu'il combat régulièrement, il est toujours en activité, on le voit sur plusieurs compétitions. Donc voilà, après il y a qui?
Après, il y en a tellement d'efforts qui mériteraient, mais il y a toutes les compètes toute l'année pour pouvoir me rencontrer, hein, de toute manière. Hein. Je veux dire, je fais souvent des compètes de la CFJJB à Bordeaux, à Paris. À Bordeaux, je fais 3 Open par an, donc c'est facile de s'inscrire et de me rencontrer, quoi. Samuel, ça fait longtemps qu'on se connaît, peut-être 15 ans, peut-être même plus. Hein. Donc, tu connais très bien la situation du jiu-jitsu brésilien en France, son évolution au présent. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, je pense que la CFJJB, elle a bien évolué dans le sens où je vois des compètes qui se professionnalisent de plus en plus, avec de vrais arbitres formés. Non, je trouve qu'il y a une super évolution. C'était pas la même chose qu'il y a 15 ans quand on faisait des compétitions, que tu étais inscrit pour passer à 11 heures, tu passais à 15 heures ou 16 heures de l'après-midi, tu t'étais chauffé pendant 3 heures. Non, puis c'est plus professionnel, les salles sont belles, l'organisation est bien faite. Et surtout, j'insiste sur les arbitres, parce qu'à l'époque, ça manquait cruellement d'arbitres, quoi. Il y avait des mecs qui savaient même pas il y en a, ils arbitraient, ils savaient même pas faire du jiu-jitsu ou presque pas, tu vois. Donc, non, je trouve qu'il y a eu une grosse évolution. Maintenant, il y a une prime pour les combattants, pour les 3 premiers quand même, ce qui est pas trop mal. On a des arbitres qui sont payés pour arbitrer aussi. Donc, non, je trouve que c'est une belle évolution. Après, moi, venant du Sud et par rapport à Paris, c'est pas du tout la même évolution, ça, par contre. Si on parle du jiu-jitsu en général, la CFJJB explose un peu partout avec des très belles compétitions, mais par contre, dans le Sud, tu vois pas de compétition pratiquement. Je crois que tu en as une à Toulon, à Gap, et voilà, mais tu n'en as pas à Nice, Antibes, dans le coin où je viens, moi. Donc pour toi, c'est plus en région parisienne que tout se passe. Bah, c'est pour ça que je monte, hein. Ouais. C'est exactement pour ça, c'est pas pour autre chose. Hein. C'est parce que le jiu-jitsu brésilien, ici, je pense qu'il y a une grosse avance. Alors, il n'y a pas une grosse avance sur le niveau technique pur, c'est-à-dire que t'as des gens là-bas dans le Sud qui sont très forts. Je pense à des Redouane, Michel Salvadori, Mathieu Fischer, enfin plein de gens qui faisaient de la compète et tout, et qui sont très forts au niveau technique. Mais t'as 100 fois, 200 fois moins de personnes, quoi. Le lundi matin, si tu fais un cours, tu auras peut-être une personne. Tu n'en auras pas 15, 20 ou dans certaines salles 30 ou comme je vois, tu vois. Donc c'est vraiment ça la différence, c'est le nombre d'élèves et ce qui fait qu'ici il y a beaucoup plus de marrons, de violettes, de ceintures bleues. Nous on est encore, on a quelques marrons, quelques noirs, tu vois, mais c'est pas. Puis l'évolution chaque année, je la vois pas exponentielle en fait, comme ici. Ici je vois que chaque année les groupes ça grossit, les clubs grossissent, il y a de plus en plus de monde, ça devient de plus en plus connu. Non, dans le Sud, tu as 2 personnes, 3 personnes qui viennent en début d'année. En général, ils arrêtent, t'en perds 2 en décembre parce que c'est trop dur ou parce qu'ils n'y arrivent pas. Ou parce que c'est commencé le jiu-jitsu brésilien en plus, hein, les 2 premières années, c'est un peu de la survie. Hein. C'est un peu de la survie. Donc voilà, c'est ça, moi. Et moi, je suis venu chercher ça. Ça fait 17 ans que je fais ça, je sais faire que ça, pratiquement. Donc voilà, c'est mon objectif, vraiment combattre cette année et monter une équipe de compétition avec des élèves que j'aimerais un peu partout combattre et j'espère gagner. En ce moment, on peut le dire, il y a 2 tendances qui apparaissent dans le jiu-jitsu brésilien. On appelle ça old school, new school, donc vieille école, nouvelle école. Je sais que toi, tu es le défenseur un petit peu de la old school. Alors explique-nous la différence pour toi. Alors, défenseur, je dirais, oui. Oui, je défends le old school parce qu'en fait, moi, je viens d'un jiu-jitsu brésilien j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, je vais dire la vérité, pourquoi? Comme la plupart de ceux de mon époque, par rapport à l'UFC, tout ça et tout. Donc, dans une optique de vraiment pouvoir se défendre dans un vrai combat. On parle de combat avec des coups, des combats de rue, peu importe. Et donc, et le jiu-jitsu était un peu plus tourné dans ce sens-là, tu vois. Perdre une position, en jiu-jitsu ça va, en MMA c'est dangereux, tu vois ce que je veux dire. Et le jiu-jitsu de notre époque, on perdait pas les positions comme ça. Alors, par contre, je dis pas que le jiu-jitsu moderne, je vois les mecs, ce qu'ils font maintenant, il y a un niveau qui
ça monte chaque année, le niveau il monte en ceinture noire, il monte chaque année, même en bleu, en violette. Il y a vraiment des choses incroyables qui se passent. Hein. Donc c'est pas pour dire que un est meilleur que l'autre. Je pense que les deux d'ailleurs peuvent se combiner et justement, moi c'est ce que j'essaie de faire. Tu vois. Je viens d'un jiu-jitsu old school, donc il y a des bases à avoir. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des bases à avoir. Apprendre la birimbolo en premier, je ne pense pas que c'est ça le but du jiu-jitsu et d'Helio Gracie, tu vois. Donc voilà, c'est ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire un mélange des deux, mais le jiu-jitsu moderne, c'est hyper important. Et il faut savoir vraiment différencier, c'est que on est passé, il y a un jiu-jitsu sportif maintenant. On parle de sport, on n'est plus dans le combat vraiment. C'est un combat, mais il faut faire attention. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a le jiu-jitsu sportif, d'accord, des birimbolo, des trucs et tout. C'est bien beau. Et il y a le jiu-jitsu pour se défendre, pour se battre. Tu vois. Et c'est vraiment là la différence un peu qui se fait entre le jiu-jitsu moderne et le jiu-jitsu old school. On peut dire qu'il y a un jiu-jitsu qui est plus proche du MMA et un autre qui vient presque du judo. Ouais, ben moi, à mon époque, et toi-même tu sais, je veux dire, parce que t'es encore la génération avant moi, je me rappelle que moi, quand j'allais au Brésil, j'étais ceinture blanche il y a 15 ans, j'étais ceinture bleue, pardon, il y a 15 ans, 16 ans, je voyais des ceintures bleues monter dans la cage et réussir à gagner. Je suis pas sûr maintenant qu'à l'heure actuelle, une ceinture bleue puisse monter dans une cage et gagner. Bien sûr, le niveau a augmenté, c'est plus la même chose maintenant, mais c'était pas le même jiu-jitsu, c'était pas tourné pour la même chose, c'était pas pour la compétition, pour gagner d'un avantage sur une 50-50, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, souvent quand tu regardes des reportages sur les anciens, c'est les premiers qui étaient dans le groupe des Gracie qui faisaient du jiu-jitsu, tu les vois aux compètes, ils disaient mais nous on perdait aux compètes, parce qu'on n'était pas dans cette optique de points en fait, tu vois. Donc voilà, c'est ça un peu la vraie différence, la vraie différence elle est là. C'est que je pense qu'il y en a une où on pouvait se défendre plus vite, plus tôt, et maintenant. Mais il faut combiner les deux. Voilà, il y a un jiu-jitsu sportif, il y en a qui aiment la compétition. Il faut qu'ils fassent de la compétition, mais tout en sachant les bases du jiu-jitsu pour pouvoir, sur une agression ou peu importe, se défendre. Et pas faire, comme tu dis, une birimbolo dans la rue, c'est pas une 50-50, ça n'existe pas dans la rue, tout ça. Donc il y a l'aspect aussi self-défense. Ouais, mais pour moi, c'est hyper important le self-défense dans le jiu-jitsu brésilien. Je vois maintenant, on en fait de moins en moins parce que beaucoup de gens sont tournés vers la compétition. Mais c'est hyper important. Il faut une base de self-défense. Il faut savoir faire tomber, il faut savoir des trucs de base, quand on t'étrangle avec les deux mains, des trucs hyper simples qui ne sont pas compliqués. Mais ça, je pense que ça se fait plus à la base avec les enfants. Tu vois. Parce que le problème, c'est que si tu le fais dans des cours un peu adultes maintenant, les gens, ils ne sont pas venus pour ça, en fait. Ils sont venus pour faire du jiu-jitsu compétition, tu vois. Donc, si tu leur mets du self-défense, à la limite, ça va les faire chier, tu vois. Donc, en fait, il faut savoir donner qui veut quoi, en fait. C'est juste ça. Maintenant, les gens, ils sont plus un peu vers la compétition. Mais moi, j'intègre, je te dis, pour les enfants, j'intègre beaucoup de self-défense. Un peu moins pour les adultes, mais voilà. Mais ce que j'enseigne, c'est pareil. Je veux dire, tu vois, les positions que j'ai appris chez Carson Gracie, elles me servent encore dans mon jiu-jitsu moderne. Je veux dire, l'under-over que je fais à tout le monde, je l'ai appris en ceinture bleue chez Carson. Et depuis, j'ai toujours fait. Et ça fait 17 ans que je le fais. Et 17 ans qu'il marche. Ouais, ce qui compte, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité. C'est une technique de base, hyper simple, mais qui peut servir en grappling, en jiu-jitsu, en MMA, dans tout. Et moi, c'est ça que j'aime, tu vois. J'essaie de combiner ce truc, en fait, où c'est pour ça que d'ailleurs, tu as vu, je peux faire du grappling comme du jiu-jitsu. Moi, enlever le kimono, c'est pareil. Le remettre, l'enlever, c'est pareil. Parce que j'ai un mix de techniques qui sont souvent faites pour un peu les trois. Tu vois. Et c'est ça que je trouve, c'est ça que j'aime beaucoup, moi. Mais après, j'aime beaucoup aussi les birimbolo, les 50, tout ce qui va avec, les single X, tout ça, je connais. Il faut connaître. Et c'est le côté, d'ailleurs, c'est le côté professeur qui t'amène ça, en fait, qui t'amène le professeur et compétition. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans la compétition, c'est que tu restes toujours dans l'actualité du jiu-jitsu brésilien. La single X, si tu ne connais pas à l'heure actuelle parce que tu te dis old school, tu as manqué un truc du jiu-jitsu, quoi. Et je pense que d'ailleurs la single X, ça peut être hyper Bien sûr, utile. c'est un peu un départ de clé de cheville. Hein. Voilà. C'est la même position. Et on parle, d'ailleurs, si on revient un peu à la single X, on va dire que c'est du jiu-jitsu moderne,
Ben moi, je suis pas d'accord. Parce que celui que j'ai vu le premier l'affaire, c'est Marcelo Garcia. Donc, c'est du jiu-jitsu old les school. meilleurs, bien Et sûr. voilà. Donc, en fait, pour moi, le jiu-jitsu moderne, en fait, c'est faire évoluer le jiu-jitsu old school. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, en fait, ma vision du jiu-jitsu brésilien. Faire évoluer le jiu-jitsu old school, c'est ça. T'es un combattant, donc t'aimes ça. T'aimes la bagarre, hein, même sportive. Ah, bien T'aimes sûr, ça. bien Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir combattre? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir combattre? Ben déjà, par rapport à moi-même, hein, c'est juste un défi déjà que tu te lances par rapport à toi-même. En plus, tu vieillis, truc et tout, tu as des jeunes qui arrivent. Tout le monde attend juste que tu chutes, en fait, tu vois. Et en fait, c'est ça qui te maintient un peu en vie. Moi, je sais que j'aurais beaucoup de mal le moment où j'aurais plus de compétition parce que j'aurais peur de plus avoir d'objectif. Tu vois, et sans objectif, ben, tu stagnes en fait, tu n'avances plus. Donc, en fait, la compétition, ça me maintient en vie et cette sensation que j'ai à ce moment précis, que tu peux pas avoir assis dans un canapé en regardant Goldorak, tu vois. J'ai un instinct, moi, franchement, je vais te dire, je pense que ça vient du foot et le fait d'avoir joué devant des 60 000 personnes, d'avoir la télé, trucs et tout. Donc déjà, j'ai l'habitude de cette pression un peu que les gens se mettent beaucoup, tu vois. Je vois beaucoup en jiu-jitsu, je vois les combattants se mettre beaucoup là, avoir la peur qui les mange, en fait, tu vois. Et moi, au contraire, ça me transcende cette peur et je veux te dire, à ce moment-là, c'est un instinct de tueur. J'ai envie de te tuer sportivement. J'ai envie de te tuer sportivement. C'est pas tuer, mais c'est, tu vois, on a la limite. C'est vraiment bizarre, hein. Alors, je suis pas là pour faire mal. Je vais pas te faire mal, tout ça. Enfin, si. Si tu tapes pas, je vais te faire mal. Non, mais faut être clair. Je vais pas te dire faux. Non. C'est pas du tennis. Voilà, non, c'est ça. Parce que ça m'est arrivé ça une fois, tu vois, et je me suis juré plus jamais ça m'arrivait. Par exemple, un truc comme ça, une fois, j'avais pris une clé de cheville, j'entends craquer, le mec il tape pas, et au final, tu le laisses sortir, au final, tu perds d'un avantage. Je me suis juré plus jamais, quitte à faire mal. Et en fait, ouais, j'ai un instinct. Quand je monte sur le tatami, plus il y a de monde, plus il y a plus c'est important. Et plus ça me transcende, plus j'ai envie de te tuer. Et c'est vraiment cet instinct. C'est bizarre, c'est un instinct animal un peu, tu vois. C'est vraiment un instinct animal parce que je te dis vraiment, pendant ce moment-là, tout s'arrête, tu vois. Tout s'arrête. Et puis je suis un compétiteur, tu vois. J'ai fait du foot, j'ai été professionnel. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Ouais. Samuel Monin a été footballeur professionnel, quand même. On passe du foot pro au jiu-jitsu brésilien. Ouais, faut être fou d'ailleurs, fallait rester grand. Faut être fou. Non. Bah, ouais, j'étais footballeur professionnel, j'étais gardien de but. Je suis parti à 13 ans de chez moi, je suis parti à Marseille faire un an de formation. Marseille était en D2 et tu sais, par rapport si tu es en D2 ou en D1, tu as un nombre de contrats que tu donnes aux jeunes. Donc moi, ils n'avaient pas assez de contrats et Monaco m'a recruté. Donc j'ai passé 5 ans à Monaco avec Thierry Henry, Trezeguet, tous ces gens-là. En formation avec Christin Val. Ah, t'as fréquenté des stars. Ouais, j'ai fréquenté des mecs qui sont devenus des gens super forts dans le foot, mais qui étaient déjà très très forts à l'époque. Hein. Je pense que d'ailleurs, à ce moment-là, on est 15-16, on est tous à peu près forts, tu vois, et c'est peut-être le mental qui fait la différence. Je pense qu'il y a le mental et je pense qu'il y a un petit coup de chance qu'il te faut au bon moment aussi. Bon, après, Thierry, tout ça, c'était des génies. Moi, j'appelle ça des génies, tu vois. Je pense qu'ils auraient été n'importe où, ils auraient réussi pareil, tu vois. Trezeguet, c'est pareil. Mais ouais, j'étais footballeur et à 23 ans et demi, en fait, j'étais en Angleterre et je suis revenu et j'ai pas trouvé de club, j'ai pas trouvé ce que je voulais exactement, en fait. Moi, je voulais re-signer un contrat pro et m'entraîner en pro, tu vois. Si c'est pour jouer en amateur, même si en amateur, on me proposait, tu sais, cumulé avec le boulot à la mairie, un boulot, en plus, j'ai commencé les boulots, tu prends 3 000, mais je suis pas là pour l'argent, en fait. C'est pas l'argent qui me fait kiffer. Je faisais le foot parce que j'étais passionné de foot, tu vois. Ouais, après, j'ai joué avec l'équipe du Sénégal aussi. Non, j'ai eu des bons moments au foot, j'ai eu des bons moments. J'ai eu des bons moments. Mais à te dire la vérité, si demain je devais revenir en arrière et que je devais faire un choix entre faire du foot et du jiu-jitsu, je pense que je ferais du jiu-jitsu, mais... Parce qu'en fait, le jiu-jitsu, la passion, elle m'a jamais quitté. J'ai eu des petits...
Alors, j'ai eu moins d'argent, moins de trucs et tout, mais ça m'a jamais quitté la passion. Le foot, ils ont réussi à faire que, je vais te dire, quand j'ai arrêté le foot à 24 ans, 23 ans et demi, j'ai pu rejouer un match de foot, même pour m'amuser, avec des amis ou quoi que ce soit, plus jamais. J'avais même plus envie de foot carrément, tu vois. Donc ouais, mais ça a été une bonne expérience parce que comme je te dis, tu vois, la pression, je connais par cœur, quoi. C'est un truc qui fait la compétition, compétiteur, que ça te développe l'instinct de compétition. T'es là, il faut que tu gagnes. Alors Samuel, comment on passe du football professionnel au jiu-jitsu brésilien et comment tu découvres le jiu-jitsu brésilien? Ben écoute, le jiu-jitsu brésilien, déjà je le découvre dans les années 95 avec la cassette de l'UFC qui tourne, avec Royce et Gracie. Et je pense que ça déjà, ça a choqué beaucoup de choses, beaucoup de monde. Mais à cette époque-là, je ne sais pas ce que c'est en fait cet art martial. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Pour moi, c'est un mec en pyjama qui bat des mecs plus gros que lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, je suis dans le foot déjà, tu vois, donc je continue le foot et je pars en centre de formation. Mais j'ai toujours aimé les sports de combat déjà en général, tous les films de Bruce Lee, les trucs. Je pense que notre génération, c'est un peu ça, on a tous kiffé ça, tu vois. Et puis je pars dans le foot et je laisse un peu tomber. Et puis quand je reviens en fait d'Angleterre et que je dois signer à Nice, ça se fait pas. Je dois signer à Cannes, ça se fait pas. Et je me retrouve en fait à faire 1 an en amateur, mais je voulais plus m'entraîner. Je voulais juste venir les dimanches, jouer leur match si vous voulez. J'étais un peu rémunéré, tout ça et tout en plus. Donc voilà. Et de là, j'ai commencé à chercher un club de jiu-jitsu. Parce que j'apprends que c'est du jiu-jitsu. Je ne sais pas encore que c'est du jiu-jitsu brésilien. Donc je commence à chercher des clubs. Je me retrouve dans un cours de jiu-jitsu traditionnel. Et je me rends compte que c'est pas ça. Et puis je tombe sur un ami de Christophe Midou. Ah, qu'on salue, Christophe Midou. Salut, hein. bien sûr, un gros bisou. Coach de Georges Saint-Pierre quand même, hein. Celui qui a fait connaître Georges. Et Christophe, un des premiers champions français poids lourd de combat libre. D'ailleurs, je pense que s'il était à notre époque et qu'il avait une équipe solide, ça aurait été un des meilleurs combattants français en MMA qu'on ait eu. Il était vraiment très fort, Christophe. Donc voilà, et en fait, c'est un ami à Christophe à qui j'en parle. Je dis ouais, j'aimerais bien faire du jiu-jitsu brésilien. Et il me dit ouais, mais il faut que tu montes à Amaganos, qu'au sud de Grasse, et il y a David Giorgetti qui donne des cours. Le célèbre David Giorgetti. Président de la CFJJB. Voilà, et c'est comme ça en fait que je découvre le club de Christian Turin, Open Form. Et je me retrouve à faire du jiu-jitsu brésilien 3 fois par semaine. Puis ça a été vite pas assez pour moi, tu vois. J'ai dû faire 4 fois. Et puis 5 fois, et puis tous les jours. Et puis tous les jours. Je me rappelle qu'au début, même quand j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, je venais 1 heure avant et je restais une demi-heure après. Pendant 1 heure avant, je répétais la technique, je faisais le cours et je restais une demi-heure après. Ou pour répéter de la technique ou pour continuer à rouler. Ah, ça a été vraiment une découverte, ça a été vraiment... c'est ma passion en fait, je suis tombé sur ce que je pense j'aurais dû faire dès le départ même. Bah, sache qu'à l'époque, David me parlait déjà de toi. Ouais. En me disant, j'ai un élève qui sort un peu du lot Ouais. et je pense qu'il va faire de grandes choses dans le jiu-jitsu. Ouais. Il n'avait pas tort. Ah bah écoute, après David, il connaît le jiu-jitsu brésilien, il fait partie de ta génération. Il en a vu du monde, hein, vous en avez vu du beau monde, les anciens, les nouveaux, les trucs, vous avez tout vu. Donc ouais, je pense que j'ai de la chance dans le sens où j'ai pas mal de facilité dans le sport en général, je pense. Parce que par exemple, tu vois, avant de partir en centre de formation de Marseille, je suis en sport-études basket. Et j'aurais pu partir ou en centre de formation de basket ou en centre de formation de foot, tu vois. Et puis je le voyais dans tous les sports, j'étais à peu près bon. Tu m'aurais mis un peu dans n'importe quel sport, où je m'en sortais. Mais c'est vrai que le jiu-jitsu, ça a été encore pire. Par exemple, tu vois, mon premier cours, j'ai mis un triangle, alors qu'un Mathieu Fischer. Moi, en plus, à cette époque-là, je faisais 84 kilos, j'arrivais du foot. J'étais comme un lévrier afghan. Et l'autre, c'était un ours, laisse tomber Balou, le mec. Donc, et je lui mets un triangle. Et ça faisait 1 mois qu'il faisait du jiu-jitsu. Il était dégoûté. Il me dit putain, ça fait 1 mois. Et je peux pas te dire même que ça s'appelait un triangle. Je sais même pas comment. Moi, j'ai juste mis mes jambes autour et j'ai dû serrer, tu vois. Bah, le foot, quoi que non, tu étais goal, toi. Donc ouais, si, mais ça donne. Si, hein, le foot, au niveau cardio et au niveau des jambes.
Je me rappelle qu'à cette époque-là, je pouvais rouler pendant 1h30, 2h. Au niveau du cardio, j'étais. Lissarazu, Voilà, ben, tu vois, ouais, exactement. c'est un joueur de jiu-jitsu brésilien, enfin même plusieurs 2 dan ou 3 dan, je Ouais, crois. je sais Peut-être. pas. Non, je crois pas qu'il a pas encore passé ses. Ouais, peut-être une dan. Ouais, Je crois qu'il a peut-être une une dan. dan, Ouais. ouais. Mais par exemple, lui, voilà, physiquement, tu vois. Alors c'est sûr, tu vas le soumettre au truc et tout, mais tu vas pas le fatiguer. Tu seras plus fatigué que lui à la fin, c'est sûr et sûr. certain. Ça t'apporte un cardio de fou, le foot. Non, c'était. Non, mais après voilà, c'était des bonnes expériences. Et ouais, David, David, Michel Salvadori aussi, à qui je passe un bonjour, parce que Michel, quand même, il m'a aussi pris sous son aile. Parce lui aussi, il m'a dit qu'il avait vu un certain potentiel. Et c'est vrai que. Mais après, la différence, c'est que par rapport, par exemple, au foot, si je suis un peu honnête, tu vois, je me dis que j'étais talentueux, mais que je n'ai pas fourni le travail nécessaire. Tu vois. Le jiu-jitsu, le jiu-jitsu, j'étais peut-être talentueux, mais je me suis entraîné encore beaucoup plus que tout le monde. Beaucoup, mais beaucoup plus que tout le monde. Vraiment. Et puis même tout, tu vois, ça a changé tout. Toute ma vie en général. Je me suis intéressé à la nutrition. Parce que tu sais, le foot, tu te retrouves en centre de formation de foot. Tu as 14, 15 ans, 13 ans, peu importe. Tu es payé. Et tu n'as que à faire du foot. Donc en fait, tout le reste, tu ne sais pas faire. Tu ne connais pas. Tu vois. Après, on te donne un appartement, un truc, mais tu manges tout le temps dehors. En plus, tu gagnes bien. Et ben en fait, le jiu-jitsu, ça m'a permis en fait, de me développer même en tant qu'homme, tu vois. Je me suis intéressé à la nutrition, je me suis intéressé à la musculation. En fait, j'ai tout fait pour réussir à évoluer le plus vite possible et à être la meilleure version de moi-même, en fait, tout simplement. Et comparé au foot, je pense que j'ai peut-être manqué un peu de passion à un moment, ou peut-être un dégoût aussi, qui fait que je le sais au fond de moi que j'aurais dû faire plus encore. Parce que quand tu es talentueux, il faut fournir encore plus d'efforts encore. Parce que sinon, tu as tendance à rester sur ton talent et tu peux tourner comme tu veux. À un moment, un mec qui travaille plus que toi, même si tu es plus talentueux, il va passer devant toi au bout d'un moment. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais il va passer devant toi au bout d'un moment. Même si on a le talent naturel, il faut le travail absolument. Il faut. Et c'est ça la différence, tu vois, c'est que le jiu-jitsu, je peux m'entraîner 2-3 fois par jour en jiu-jitsu, ça ne me dérange pas, tu vois. Le foot, j'aimais le foot, mais je faisais d'autres choses à côté, tu vois. Puis j'ai toujours été passionné de sport de combat, tu vois. C'est ça, en fait, le vrai truc, c'est que je pense que dans ma tête, je suis un vrai combattant, c'est ce que j'aime. Par exemple, tu vois, quand j'étais en Angleterre, je m'étais inscrit dans un club de boxe anglaise, tu vois. J'ai vraiment toujours aimé ça. Et puis après, voilà. Mais c'est comme ça que j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien, David Giorgetti, d'intermédiaire d'un ami de Christophe Midou. Donc c'était une belle histoire. En plus, c'était une belle histoire parce que Maganos, à cette époque-là, quand même, c'était la deuxième génération un peu. Mais on était plus nombreux que ce que je vois maintenant dans certains clubs. À cette époque-là, qu'on a connu ensemble, Ouais. il y avait 2 pôles. Il y avait le Certicier à Paris, Ouais. où il y avait dont j'ai fait partie, tous les pionniers du jiu-jitsu qui étaient là, et la génération d'après nous. Ouais. Et à Manaus, il y avait tous les sudistes. C'est ça. Ils étaient tous réunis là-bas, les autres meilleurs combattants français dans le sud. C'est ça. Et puis en plus, quand David a ouvert la section chez Christian Turin, le truc c'est ça en plus, c'est que c'était énorme. Je te jure, moi quand je suis arrivé au Jiu-Jitsu chez David, il y avait 40-45 personnes sur le tatami. Il y avait 15 mecs au-dessus de 100 kilos. On avait 15 mecs, on avait des mecs de 120 kilos, Grizzly 140 kilos, 110 kilos. Quand les gens ils arrivaient dans notre salle, et c'était la salle, tu vois, ça arrêtait le temps. Il n'y avait que des Golgoth. Il n'y avait vraiment que des Golgoth. Donc c'était vraiment, pour moi, c'était une des meilleures époques dans le sud par rapport au jiu-jitsu brésilien. Puis les mecs, ils étaient passionnés. La première fois qu'on est parti au Brésil, on était avec David, moi j'étais parti avant, mais en tout du club, on était 18. Tu vois, c'est rare un club qui part à 18 mecs au Brésil, tu vois. Les premières années, c'était un truc de fou. Maintenant, c'est devenu plus, tu vois, les gens ils font ça en loisir, tranquillement. Alors on peut dire que, on a parlé tout à l'heure un petit peu, peut-être l'évolution des mentalités dans le jiu-jitsu. À notre époque, c'était plus des pratiquants d'arts martiaux, et maintenant, c'est peut-être plus des sportifs. Exactement, ouais, donc ça a tout résumé. Je pense que. Non, puis les gens, ouais, puis tu vois, ça leur fait perdre du poids, ils s'amusent un peu. C'est un peu la castagne sans être la castagne, tu vois. Dans le sens où c'est ça qui est bien aussi un peu dans le jiu-jitsu et le grappling, c'est que
tu peux te sentir un vrai combattant alors que t'es pas vraiment un vrai combattant. Dans le sens où c'est pas la boxe, tu vois. La boxe, c'est pas marrant. Tu vas prendre des pains dans la gueule, tu vas faire un deux cours. Si t'es pas passionné, au bout d'un moment, les pains, tu vas t'arrêter vite. Le jiu-jitsu, tu peux t'entraîner tant que tu veux. C'est de la chamaillerie un peu, tu vois. Tu te roules, tu te tournes. Alors, oui, c'est chiant parce que des fois, tu te fais martyriser, t'en peux plus, tout ça et tout. C'est un autre truc, c'est une autre forme de soumission. Mais c'est pas... tu repars pas de chez toi, t'as mal tout le temps. Bien Tu vois. sûr. C'est ça un peu le truc. Ouais, Alors que notre époque, moi je me rappelle, des cours chez Carlson de MMA, ça allait mal quand tu repartais. on a connu ensemble. Hein. Ah, ouais, bien sûr, mais toi, mais même avant toi. Ouais, Moi je suis arrivé après toi, moi. Moi je suis je- arrivé après Une toi. anecdote, parce que c'est vrai qu'on parle jamais de vieux temps de jiu-jitsu brésilien, hein, les premières années. Et à cette époque, évidemment, il n'y a pas de selfie, il n'y a pas de photos, pas de vidéos. Hein. Donc nos premières compétitions, championnats, on les a fait dans l'anonymat total. Ouais, c'est Et, fou. et comme j'aime dire souvent, quand on réussissait à passer un tour, on ouvrait le champagne, hein, parce que c'était exceptionnel. Donc moi je m'en souviens, la première fois que j'étais chez Carlson, j'entendais crier. Il était au premier étage, j'entendais crier de la rue. J'étais avec mon sac, et je montais, je suis arrivé, j'ai vu Walid Ismail, Minotaur, mais Osperi en train de combattre. Et là j'ai caché mon sac sous le banc, enfin je l'ai poussé sous le banc, et on m'a dit qu'est-ce qu'il veut le gringo? J'ai fait non, je regarde. Alors que j'étais venu pour m'entraîner. Hein. Ah, ouais, c'est clair. Après j'ai dit bon, il y a des cours après. Ah, c'était énorme. Maintenant, bon, c'est l'évolution. Maintenant, 15 ans plus tard, oh my friend, on t'assoit, on t'offre une bouteille, les inscriptions c'est là, le kimono c'est ici. C'est clair. Ça a changé. C'est comme ça. C'est bien aussi, hein. C'est bien aussi parce que maintenant les gens peuvent en vivre un peu. Tu vois, peut-être pas encore en France. Bon, en France, il y en a quelques-uns qui en vivent. Mais je veux dire, à l'étranger, aux États-Unis, ça a permis à beaucoup de gens d'en vivre en fait. Ce côté. En fait, les États-Unis ils ont ramené le côté professionnel de la chose. De toute façon, les États-Unis, si ça rapporte pas d'argent, ça dégage. Donc, Alors, pourquoi le jiu-jitsu brésilien n'expose pas plus en France? J'ai choisi une technique, tout le monde la connaît, c'est une technique old school, c'est l'horloge. Hein. Donc c'est un étranglement qu'on fait avec le col. Donc c'est une technique les plus connues de soumission parce que c'est d'ailleurs avec celle-là que Walid Ismail a battu Royce Gracie. Voilà. Donc là, je vais vous montrer l'horloge et une évolution plus moderne de l'horloge pour devenir une technique voilà, plus actuelle. L'horloge classique, la posture, on peut très bien contrôler les genoux, contrôler l'avant-bras, mais en général, moi je préfère le genou parce que l'avant-bras, on peut se faire enrouler facilement la main et on peut se faire renverser. Donc moi je préfère garder la main à l'extérieur, au niveau du genou, saisi. La main, avant de la passer dans le revers, je vais appuyer avec le poing sur la nuque pour ensuite passer la main à l'intérieur et prendre complètement le revers et l'épaule. Ça c'est important, ici. Ensuite je bloque avec mon corps, hein, pour pas que l'adversaire se redresse. Je vais libérer mon genou et ma hanche et partir devant. Et l'étranglement en tournant. Je recommence. Saisis sur le genou. Je pousse sur la nuque avec le poing et je passe la main à l'intérieur. Pour prendre complètement le revers à l'épaule. Je tire vers moi, ramenant bien. Je libère le genou et la hanche et je tourne devant. Horloge classique. Cette fois, toujours pareil, j'engage la main à l'intérieur. Je contrôle ici. Je pars derrière. Arrivé derrière, avec la main, je tire sur le genou, je l'ouvre. Je passe le bras à l'épaule dedans. Et j'étrangle. Ça, c'est une question pas facile. Pourquoi? Déjà parce que il y a des subventions en jeu, il y a des fédérations en jeu. Donc chaque fédé veut manger sa part du gâteau. Et forcément, quand tu es une jeune fédération comme ça, tu n'es même pas encore une fédération, c'est une confédération. Donc, puis je pense que personne n'est dupe. Hein. Il y a des fédérations qui empêchent le jiu-jitsu brésilien d'exploser, de pouvoir vraiment s'épanouir. Ça, c'est le jeu, hein. C'est un peu la vie, hein. C'est en général comme ça. Hein. Forcément, je veux dire. Maintenant, il y a plusieurs tendances. Ouais. Et la fédération de lutte qui propose du jiu-jitsu, même si bon, ils emploient un autre terme, qui propose des compétitions. Ah, mais j'aime pas trop, moi, tous ces trucs
En fait, c'est laissez le jiu-jitsu brésilien où c'est, en fait. Tu vois, je veux dire, arrêtez de faire de la récupération, en fait. Ça me saoule un peu ce concept où la lutte récupère ils inventent un nouveau truc pour. Alors, c'est du jiu-jitsu brésilien, mais ils veulent pas l'appeler jiu-jitsu brésilien. Tu vois. Après, tu as le judo qui récupère aussi. C'est du jiu-jitsu brésilien, mais ils veulent pas l'appeler ils l'appellent judo newaza. Tu vois, je veux dire. Alors, le judo, c'est plus compliqué parce que le judo considère que le jiu-jitsu leur appartient, c'est un terme qui leur appartient. Donc, le jiu-jitsu brésilien, pour eux, ça veut rien dire. C'est du jiu-jitsu japonais. Donc, ils appellent ça, comme il y a une grosse tendance, évidemment, au travail au sol, du newaza. Ouais. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Ils ont créé la pente. Ça commence à faire quelques années, mais le positif, Samuel, que ce soit pour la fédération de lutte, la fédération de judo, la CFJB, c'est que les athlètes ils participent à des compétitions, il y a des structures. Donc plus il y en a, mieux c'est. Ouais, oui, non. Parce que je pense pas que toutes les compétitions soient structurées pareil. Pour en avoir fait un peu dans toutes les fédés, je peux t'assurer que c'est pas pareil. Hein. Il y en a, elles ont encore 10-15 ans de retard. Hein. Que ce soit au niveau des arbitres, de l'heure de passage, des aires d'échauffement, de la sécurité autour des tatamis et tout. Il y a des compétitions que j'ai fait il y a pas longtemps, je peux t'assurer, j'ai l'impression d'être 12 ans en arrière, quoi. Donc, Alors que le championnat de France de jiu-jitsu brésilien de la CFJB était une grosse réussite. moi, franchement, hein, je te dis, hein, je les suis un peu. Donc, j'en fais pas mal des compétitions de la CFJB. Donc, je suis un peu j'ai vu à Bordeaux, j'ai vu à Toulon, j'ai vu un peu partout. C'est des belles compétitions. C'est des vraies belles compétitions. Tu as une belle aire de trucs, tout est bien espacé. Les gens, ils peuvent pas se promener partout, n'importe comment. Non, c'est professionnel, en fait. C'est tout simplement professionnel. Et c'est ça que je reproche, en fait, un peu, c'est que laisser faire une fédération de jiu-jitsu brésilien, ils savent faire maintenant. On n'est plus il y a 15 ans maintenant. Maintenant, ils savent faire. Les BJJF, ils font un truc à la pyramide, à New York, ils font part. Et puis, c'est des belles compétitions. À chaque fois que je vois, moi, à Paris, ils font un bel open. Tu vois. Donc, c'est ça. Après, moi, voilà, tant mieux que chacun il essaie. Mais je pense qu'en fait, le fait de diviser en fait, tout ça, eh ben, ça va faire que diviser. Il y en a qui vont faire du newaza, ils ne seront jamais à la CFJB. Il y en a qui vont faire la CFJB, ils ne seront jamais au newaza. Moi, je te dis, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait tout. Je suis plus CFJB parce que je pense que c'est le circuit où il y a le meilleur niveau. Mais j'ai fait newaza, j'ai fait un peu de tout. Hein. Moi, je pense qu'à un moment, il faut juste rassembler ça, fédérer la chose. Alors, c'est une fédération, fédérer la chose. Arrêter chacun en fait de vouloir partir et vouloir manger chacun sa part du gâteau. Ce qui va faire qu'à la fin, ça sera éparpillé. Tu ne vas pas forcément gagner plus de monde, justement. Non, rassemblez tout, faites une vraie fédération avec, dans la même optique que les BJF. Et voilà, et puis moi je pense que c'est ce qu'il faut. De toute manière, pour le jiu-jitsu brésilien, c'est ce qu'il va falloir à un moment ou à un autre. Hein. Qu'on connaisse le terme, pas le terme, peu importe. Moi, je pense qu'à un moment, il faut reconnaître quand même que. Pour moi, c'est comme Bruce Lee, tu vois, à son époque. C'est une révolution ce qui s'est passé dans les arts martiaux. Quand Royce, en 93, c'est une révolution mondiale qui s'est passée dans les arts martiaux. Les gens, ils ne pensaient pas que ça existait, ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment aussi, il y a un certain respect. C'est efficace, c'est vraiment réel, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est intelligent, c'est physique. Donc, laissez les gens faire un peu faire ce qu'ils veulent. Faire une fédération, les gens ils savent travailler et arrêtez de vouloir. Parce que vous n'allez rien gagner à faire tout ça. Vous n'allez rien gagner. C'est ce que je pense hein, après. Et je le vois, hein, toi, de toute façon. Tu vois, il y a beaucoup. Et je vais te dire, hein, il y a beaucoup de combattants qui combattent dans d'autres trucs. Je vais te dire même plus pourquoi. Parce que les choses, par exemple, le trajet est payé, les championnats du monde sont payés. Alors après, les BJF. Ça manque aussi. Il y a toujours eu un problème avec les BJF. Ah, je suis d'accord avec ça. Voilà, c'est cher. Et il y a beaucoup de combattants qui se plaignent justement du coût pour participer à des compétitions même internationales. Je vais te dire, pour moi, hein, franchement, c'est limite même des fois. C'est limite. Moi, tu vois, quand un mec il a payé 100 $ pour s'inscrire à une compétition, ce que je trouve déjà fantastique, mais bon, par rapport à l'installation, quand même, tu vois, ce qu'il y a, c'est que il y a quand même des choses à payer, tu vois, la location de la salle, etc. Mais bon, 100 $, ça fait beaucoup sur des grosses compétitions. Bon, passons. Mais que le mec, par exemple, doit passer à 11 h, il vient à 10 h, mais seulement ils avaient de l'avance, il est passé à 9 h 30, ils l'ont appelé et ils l'ont exclu.
il peut plus combattre, il n'est pas remboursé. Ah, là, c'est limite quand même. Oh. Le mec, ça se trouve, il a payé un billet d'avion en plus, il a payé un hôtel en plus, il a payé la bouffe, tu vois. Donc moi, c'est ça, en fait, c'est là que je trouve ça limite un peu dans le concept. C'est qu'à un moment, on n'est pas dans une dictature non plus, tu vois. Tu vois, c'est quand même le seul sport de combat où les gens payent pour combattre, quoi. Je veux dire, ils ont réussi à faire ça, c'est fantastique. Tant mieux hein, pour eux, tant mieux pour eux. Mais moi, je suis pareil que toi, sur ça, je suis pas trop d'accord avec les BGF. À un moment, il faut reverser l'argent. Mais ils le font maintenant, parce qu'ils font comme la CFJB, ils font une prime, je crois, pour les premiers. Pour les premiers, ils font même, je crois qu'il y a même j'ai vu même qu'ils organisaient un tournoi aussi. Oui, professionnel. Professionnel, avec des trucs. Donc après, les choses, elles se font au fur et à mesure, hein, c'est sûr. Hein. Mais c'est bien qu'aussi, il y ait des gens qui aient parlé de ça. Parce que c'est peut-être ça qui a fait bouger, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, si personne n'avait rien dit, oh, les mecs, vous en mettez plein les fouilles, quoi. Vous êtes bien. À un moment, il faut reverser aux combattants, à ceux qui font que justement les gens rêvent, tu vois. Je veux dire, que tu parles avec les mecs, ils sont tous un peu. Ils suivent Rodolfo Vieira. En plus, dans le jiu-jitsu, ils sont vachement geeks. Il y a beaucoup de geeks qui suivent Rodolfo Vieira, ils savent ce qu'ils font, ce qu'il a mangé, trucs et tout. C'est lui qui fait, en fait, c'est lui la star. Donc, c'est la nouvelle génération, ça. Ouais. Les footballeurs. Oui. Ils appellent comme ça. Ouais. Et d'un côté, il y a toujours le bien et toujours le bon et le mauvais. Le bon, c'est que tout ça fait que, par exemple, tu vois, moi, Instagram, Facebook, tout ça et tout, ça va ramener des sponsors parce que ça donne de la visibilité, parce que ceci, puis d'un côté, on passe dans un jiu-jitsu un peu mèche de côté. Il y a l'ego. Surtout ça, parce que on peut le dire, on vient d'une époque, et la mienne c'est encore pire, où encore une fois il y avait, la télé existait, hein, faut pas vous inquiétez pas, mais c'est vrai qu'on n'avait pas ce réflexe du tout de se filmer ou de se prendre en photo. Bon, nous on était contents de participer, d'y aller. On filmait même pas nos combats. Alors que maintenant c'est tout l'inverse, c'est que tout est au détail près. C'est la nouvelle génération, hein. Écoute, hein, tu les vois, ils sont nés avec ça dans les mains, donc forcément, de toute manière, ça fait partie de leur vie. Mais c'est sûr que quand je fais de la prépa physique, je vais dans les salles de muscu, tu vois, ça me fait vraiment, ça me fait rire un peu, tu vois. Et les mecs, ils comprennent pas pourquoi ils changent pas. Mais en fait, quand je te vois, t'es mieux habillé que moi quand je sors dans la rue. Carrément, t'es mieux assorti que moi. Tu transpires pas au bout d'une heure. Tu as fait 20 photos de toi, bah ouais, tu peux faire de la muscu pendant 10 ans, plains-toi, tu vas jamais changer, c'est pas ça. C'est le miracle des réseaux sociaux, voilà, c'est la vie virtuelle. Ah ouais, mais le problème c'est ça, le problème c'est un peu dangereux parce que ça devient même de la schizophrénie pour certaines personnes, parce qu'en fait tu as l'impression quand tu regardes les réseaux sociaux que tout le monde il est riche, il est en vacances tout le temps, et que tout va bien dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Et en jiu-jitsu, c'est tous des champions. Et en jiu-jitsu, c'est tous des champions. Ça m'a toujours impressionné, voilà. C'est ça. Le problème, c'est comme tu dis, le mauvais, c'est que ça enlève de l'humilité à la chose, en fait. C'est que les gens, Alors, le danger, Samuel, c'est que là, donc ça devient très sportif, avec tout ce que ça comporte. Donc, on s'éloigne un petit peu de tout ce qui est art martial, le professeur, la loyauté, la filiation, la transmission. On s'est carrément éloigné, c'est fini, tout ça. De toute façon, tu le vois un peu dans les nouvelles générations, hein, ça change carrément des transferts de clubs maintenant. Ouais. C'est ça, les footballeurs, je sais. Ouais, c'est clair, avant notre époque, ça se faisait pas, tu vois. À ton époque, encore moins. Et moi non plus, moi, je me rappelle quand je m'entraînais chez Carson Gracie, je devais m'entraîner chez Carson Gracie, quoi. Je devais pas aller ailleurs, à part de l'Arriva, parce qu'ils étaient affiliés. Ouais. Mais sinon, tu pouvais pas aller Nova Union ou des trucs comme ça. Et puis, c'est intéressant, ça. Ça, je pense que justement, la nouvelle génération ne connaît pas tout ça. À l'époque, qu'est-ce qu'étaient les jiu-jitsu brésiliens? C'était vraiment les arts martiaux, le combat. Il ne fallait pas aller dans un autre club parce que c'était la rivalité, etc. C'était très mal vu. On pouvait même se faire casser la gueule. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, il fallait vraiment rester dans le club. Les techniques étaient, je dirais, presque secrètes. Hein. C'était les techniques du maître. Et puis tu n'avais pas YouTube, tu n'avais pas tout ça pour retransmettre. Je veux dire, fallait partir au Brésil pour voir les techniques. Ouais. Hein. À part si tu avais ton entraîneur qui revenait, qui ramenait 4 DVD, là. Et même ça, et tu sais, moi, ce qui m'a fait halluciner, même les premières années, la première fois que je suis parti au Brésil, c'est que je pensais que j'allais trouver facilement des kimonos, et même au Brésil, c'était pas facile. Je me rappelle qu'il fallait faire de la route pour acheter les kimonos vikings et tout, les trucs à l'ancienne. Il y avait juste 2-3 petites boutiques. Ouais, c'était super compliqué, c'était pas aussi simple que ça, et voilà.
Ah, c'était moi, je kiffais de toute façon à cette époque Brésil. Même le championnat du monde au Brésil, je trouve qu'ils avaient une saveur qu'il n'y a pas aux États-Unis. Les premiers championnats que j'avais fait en 96, je m'en souviens, on était arrivé avec l'équipe, avec Christian Derval, tous les pionniers, hein. La plupart des pionniers, tout le monde n'était pas là non plus. Et ce qui m'avait choqué en arrivant, c'est que je voyais les soldats, la police militaire qui était avec les M16 le long dans des barrières, en fait, pour nous surveiller. Et là, je me suis dit, oula, c'est un championnat sérieux ici. Ah ouais, mais parce qu'à l'époque, en plus, je sais pas, ils avaient un peu mauvaise réputation, le jiu-jitsu brésilien. Ouais, c'était la bagarre. Ah ouais, parce que ils se battaient souvent, ça partait, et puis ça n'avait pas une super réputation. Et moi, ce que j'aimais au Brésil, déjà, à cette époque-là, il y avait Tereré. Et l'ambiance qu'a amené Tereré dans un championnat du monde, je pense que ça s'est jamais revécu. On peut le dire. J'ai jamais revu. Personnellement, je pense que c'était les meilleurs combattants de jiu-jitsu de tous les Tereré, temps, je pense. Ah, franchement, j'ai rarement vu aussi fort. Extraordinaire. Ouais, pour moi, c'était extraordinaire. Ouais. Peut-être t'as raison, hein, parce qu'il a quand même battu Marcelo 2 fois, il a finalisé. Moi, je me rappelle d'une année où il fait. Il est multiple champion du monde déjà. Hein. Et je sais pas, il est en embrouille avec Fabricio Verdum. Et il le défie et il s'inscrit en poids lourd au championnat du monde. Il finit en finale contre lui, il bat tout le monde. Il y a aussi Pédépano de Gracie Barra. C'est avec Pédépane. C'est Pédépano. C'est avec Pédépane qui s'embrouille. Ouais, c'est avec Pédépane qui s'embrouille. Et il s'embrouille et il s'inscrit en super lourd. Il bat tout le monde jusqu'en finale et il perd 4-2 contre Pédépane. 4-2. L'autre, il fait 130 kilos, il a des pieds, c'est du 70. Ah, c'était extraordinaire, même l'ambiance qu'a amené Tereré, avec tous les jeunes des favelas qui tapent « Ouh, Tereré !» C'était un truc de... C'était vraiment un... Puis moi, le truc aussi que j'ai trouvé hallucinant, c'est dans les gradins. Quand tu regardais les gradins, il y avait Vanderlei Silva qui était là, assis là-bas, tu avais Paulo Filho avec Minotaur qui était là-bas, tu avais Erickson qui se promenait avec Kron qui était encore... C'était un truc de fou, Anderson Silva... Alors, je rebondis là-dessus. Tes combattants de jiu-jitsu préférés? Mais quoi, c'était Jacare, moi, pendant longtemps. Ronald Souza, Jacare Souza. C'était mon combattant préféré pendant longtemps. Maintenant, alors, bizarrement, en ce moment, c'est pas jiu-jitsu pur que mes combattants préférés en ce moment. En grappling? Ouais, en ce moment, c'est en grappling. J'aime bien toute l'équipe à Danaher. Gary Tonon, je le trouvais extraordinaire. Gordon Ryan, tout ça, hein, c'est pour moi. C'est intéressant parce que Nicky Ryan, son frère aussi, incroyable. Et c'est des Américains. Et oui, mais parce que maintenant, ça y est, ça s'est implanté depuis maintenant ils ont plus de 30 ans. Ils ont presque 30 ans, 25 ans, 30 ans. Donc ça s'est vraiment implanté. C'est des mecs qui ont attaqué le jiu-jitsu brésilien. Il y avait 14-15. Nicky Ryan, il a attaqué le jiu-jitsu brésilien. Il y avait 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. Et puis ils sont les meilleurs entraîneurs. Alors voilà, parce que les Brésiliens se sont installés aux États-Unis, la plupart des champions, il y a une quinzaine d'années. Bah oui, parce que forcément, l'argent, hein, il y a un moment, ils peuvent gagner. En fait, à notre époque, quand les gens faisaient du jiu-jitsu brésilien pour pouvoir faire du MMA, pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Et maintenant, on est passé grâce... Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a du bon aussi dans ce côté-là, c'est que grâce au professionnalisme du jiu-jitsu brésilien, tu as des mecs qui font que du jiu-jitsu brésilien et qui en vivent. Et qui en vivent super bien. Donc c'est ça qui est bien aussi. Et il faut, parce que les mecs, ils ont quand même cravaché. André Galvon, tu vois, il vit de ça, c'est magnifique. Et tous les meilleurs, ils sont là-bas. Donc forcément, ce qui s'est passé, c'est que les Américains, un jeune de 12 ans, quand il s'inscrit, ton prof, c'est Renzo Gracie et John Danaher. Si tu es un peu sérieux, que tu as vraiment envie de réussir, à 18 ans, tu deviens un monstre, hein, en général. Enfin, tu es plutôt pas mal. Hein. Mais dis-moi, en France, on peut aussi avoir des champions, tu penses, à l'avenir? Des champions au niveau international, hein, je pense que ça va arriver. Je pense que la génération qui arrive, Reda, Ahmed Bouch, excellent, Reda. Excellent. Il y a un jeune aussi, Reda Hamzaoui. Oui, de la Z-Team. Ouais, très fort aussi. Oui. Tout ça et tout, ça peut. Mais je crois que Reda, il est un peu plus. Lotfi Ferra aussi. Mais l'autre fille, il a arrêté, je crois, le jiu-jitsu. Zut, parce que là. C'est dommage, ouais. Ça, c'est dommage. C'est très dommage. Lotfi revient. Ouais, c'est clair, il faudrait. Et je pense que cette génération
Surtout Reda. Voilà, je pense que parce que Reda est vraiment professionnel dans son truc. Je sais pas comment l'autre Reda de la Z-Team, s'il est vraiment. Il est sérieux aussi. Il est sérieux aussi. Bah voilà, je pense que ces mecs-là. Mais je crois que Reda Hamzaoui, il a 27-28 ans déjà. Ouais. Il est marron. Donc il va combattre à 29 ans. Tu vois, ça fait encore. C'est un peu tard, tu vois. T'as Thomas aussi, Trintignant, qui peut faire quelque chose et tout. Mais je pense que vraiment, dans cette génération, peut-être il va en avoir quelques-uns qui vont réussir à faire des podiums. Mais je pense que c'est la génération après. Donc, tes combattants français préférés? Mes combattants, j'aime beaucoup Julien Da Silva. Qui a gagné les France récemment, Julien. Ouais. Extrêmement bon, très technique. Très fort. Ce que j'aime, c'est Julien. On en parlait d'ailleurs au championnat de France. Je lui ai dit, Julien, je t'en prie. Parce qu'il adore les soumissions, Julien. Lui, il combat pour soumettre. Bah, je lui dis, prends le titre. Et ben, t'inquiète pas, je le prendrai. Mais c'est parce que c'est la philosophie un peu. Hein. Nous, on était. Enfin. À notre époque, c'était pour soumettre le jiu, quoi. C'était pas pour gagner d'un avantage, quoi. Moi, je déteste ça. Moi aussi, je suis très joueur. Hein. C'est pour ça que je pense que j'ai perdu des combats, des fois assez rapidement contre des mecs. Parce que je suis joueur. Je suis pas là pour gagner d'un avantage stratégique et tout. C'est bien, hein. Je dénigre pas rien du tout. Rien du tout. Mais tu vois, gagner un titre sur un avantage, ça me fait chier, tu vois, moi. Gagner un titre sur une finalisation, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est autre chose. Donc, ouais, voilà. Hein. Tout ça, c'est une bonne évolution. C'est une bonne évolution du jiu-jitsu, moi je pense. Je pense qu'il faut que de toute manière ça se professionnalise. Et les prochaines, je te dis, je pense que franchement, hein, moi je mise sur, de tous les noms que j'ai cités, moi je mise sur Reda Ahmed-Bouch. Je pense que c'est un mec qui peut faire vraiment un podium en noir. Il a quand même fait une médaille au championnat du monde en ceinture marron. Ouais, en marron. C'est historique parce que je crois que Michel Salvadori, à l'époque, avait fait la même chose. Ouais. Michel Salvadori, qui pour moi est un petit peu le Olivier Michaleshko d'il y a 10 ans. Ouais, c'est clair. Vraiment un garçon très très technique, très méthodique, excellent. Et c'était pour moi l'un des meilleurs Français de sa génération, peut-être même le meilleur, puisqu'il était capable de battre des Brésiliens au championnat d'Europe et aux mondiaux. Donc c'est exceptionnel. Non, Michel, c'était un truc de fou. Ouais. Parce qu'en plus, là, au championnat du monde en ceinture marron à cette époque-là, je sais pas si c'est comme ça aux États-Unis, mais là, tu as toutes les marrons du Brésil, vraiment. Tu vois, tout le monde peut venir. Tu n'as pas de problème de visa, tu n'as pas de mecs qui. Je pense qu'aux États-Unis, tu as les meilleurs, mais t'en as, ils peuvent pas s'inscrire forcément, tu vois. Là, à cette époque-là, au Brésil, et moi, je l'ai vu les défoncer, quoi. Les défoncer chez eux. Et en plus, cette époque-là, c'est pas comme. C'est pas comme là. Là, maintenant, ça fait 15 ans, jiu-jitsu brésilien, 20 ans qu'il est en France. Donc là, à cette époque-là, Michel, ça devait faire 8 ans qu'il faisait du jiu-jitsu brésilien, tu vois ce que je veux dire, et il avait... C'est le problème des gens, parce que justement, ils pensent qu'avant, c'était plus facile parce que les gens étaient moins techniques. C'est faux. Les gens étaient certes moins techniques, mais nous aussi. Donc on devait combattre avec moins de moyens. Ah, puis moins technique. Moi, je trouve que là où la difficulté était pire, c'est en fait dans le sens où les Brésiliens, ils étaient super forts. Faut arrêter de dire c'était monstrueux. Tu vois, tu prends Roger Gracie, il a finalisé Bouchécha il n'y a pas longtemps encore dans un super fight. Il a 40 ans, une calvitie, il ressemble à rien, il a finalisé. Il ressemble à rien. Non, j'avoue qu'il est costaud quand même. Non, mais Roger, tu vois, c'est pas des bodybuilders, c'est pas des mecs, t'arrives, ils sont comme ça, ils font peur. Alors toi, tu vas être un peu le Roger Gracie français dans les années qui viennent. Écoute, hein, c'est le but. Après, moi, je suis cette génération. Moi, finaliser. Mon but, c'est finaliser. Pas de... Mais bon, c'est vrai que j'arrive à 40 ans. Il va falloir commencer à faire des super fights, me reposer un peu. Hein. Des super fights. Des super fights, bien sûr. T'as une idée derrière la tête? À Paris maintenant. Ouais, j'en ai plein qui me viennent en tête. J'en ai plein qui me viennent. Je te les ai cités tout à l'heure. Et je pense que celui qui mérite le plus, c'est Julien Da Silva. Voilà. Je pense que si je dois faire un prochain super fight, ça sera lui. Ah. Et je pense qu'il sera le premier à accepter parce qu'il a vraiment envie de cette revanche. Voilà. Donc je pense que ce sera un super fight très intéressant. À voir comment ça se organisera, comment ça se déroulera, tout ça et tout. Donc en fait, si les organisateurs, promoteurs qui les écoutent, voilà, Samuel se propose, en quelques mois qui viennent, j'imagine, après une préparation sérieuse, voilà, de rencontrer les meilleurs Français en super fight. Après les mots, après la parole, les actes. Donc voilà, c'est noté. Ouais, ça sert à rien de parler trop. Pour les clubs, mais je vais parler des clubs Olivier, tout ça et tout. Ouais, donc
Samuel, merci. Belle interview, plein de choses à venir. Ah, grave. Donc je crois maintenant qu'on peut te retrouver au Temple des Arts Martiaux à Maison-Alfort. Donc c'est là que tu vas enseigner. Ouais, ce sera ma base, hein. De toute façon, on est ensemble, mon Gilou, hein, comme on avait dit, donc voilà. Hein. Ouais, non, mais après, moi, ça me fait super plaisir d'être avec Gilles, parce que pour les gens qui ne savent pas, c'est vraiment quelqu'un que lui m'a vu, j'étais ceinture bleue, je sais pas si j'avais pas des tresses en plus à la con ou un truc comme ça. Et le mec, un footballeur dans les arts martiaux en fait, tu vois. Et il a toujours été super gentil avec moi, toujours à l'écoute. À plein de fois on a parlé même en dehors de ça, donc voilà. Et le plus drôle, c'est qu'on s'est retrouvés ensemble à s'entraîner au Brésil. Mais grave, mais ouais, grave. On tournait tous les deux à Rio. En plus, tu savais pas, on pouvait même pas savoir parce que toi, tu pensais que j'étais à Barra à l'époque. Ouais. Mais moi, Barra, j'ai pas supporté. J'ai fait la première année, j'ai fait David, il m'a amené. J'ai fait plus jamais, je vais là-dedans. C'est trop touristique. C'était une usine à touristes. Donc voilà, ouais, non, c'était une bonne époque. Et ça me fait plaisir, voilà, de travailler en collaboration avec toi, quoi. Voilà, de toute façon, c'est un honneur. Merci à toi. on reste ensemble, voilà. Voilà, donc, et moi, vous me retrouvez évidemment au Maccabi, hein, ça ne change pas. Merci à tout le monde. Vidéo technique, sérieuse, de jiu-jitsu brésilien. On en fera d'autres, avec d'autres invités. Et encore une fois, des défis à venir. Merci. Merci.